Bonjour et bienvenue pour cette session, donc Retour DevOps, se transformer pour plus d'agilité. Aujourd'hui, on va forcément parler de DevOps et on va parler aussi de cloud et voir comment le cloud accélère le DevOps. Donc, je me présente, Antoine Coron, je suis Cloud Business Developer chez Claranet, spécialiste des solutions à Amazon, et je suis accompagné de Guillaume, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Guillaume, je suis ingénieur technique DevOps chez Claranet. Voilà, donc, on va rapidement présenter Claranet avant de rentrer dans le vif du sujet. Claranet, alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, puisqu'on est la première fois on stage, Claranet et Oxalid, qui sont maintenant la même compagnie. Donc, Guillaume est issu d'Oxalid et moi de Claranet. Aujourd'hui, ce qui donne aujourd'hui ce visage à Claranet, un groupe mondial, majoritairement européen, présent dans 8 pays, qui a comme stratégie le cloud. Le cloud first. Aujourd'hui, on systématise et on conseille nos clients pour aller sur le cloud, notamment en accompagnant nos clients dans leur transformation digitale à travers trois services qui sont le consulting. On va donc définir les stratégies de migration de nos clients pour ensuite les implémenter, c'est la phase de build, et ensuite les exploiter en 24/7, le run qui est chez Claranet le métier historique. Aujourd'hui, on est premier partenaire AWS. À travers une certification qui est la certification Managed Service Provider. Et on a plus de 10 000 instances sur le cloud public. Voilà, la présentation était courte, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. L'agenda d'aujourd'hui, il est simple. On va parler de DevOps. Donc c'est bon, tout le monde en a entendu parler, bien sûr. On va donner notre vision du DevOps, qu'on espère bien sûr être la bonne. Comment elle s'applique chez nous. C'est l'idée d'avoir un cas concret avec un de nos clients qui est Canal+. Et on va voir également, juste avant le cas concret, comment le cloud, et notamment Amazon, accélère vraiment le DevOps. Alors, première question, pourquoi être DevOps? C'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont là justement pour savoir comment elles vont se transformer. Et un des penchants de la transformation, c'est d'orienter son organisation vers une approche DevOps. La promesse du DevOps, c'est d'être plus agile afin de fiabiliser et de rendre plus rapide ses déploiements. Ça, c'est bien sûr un point important et c'est tout l'enjeu de ça, c'est d'affronter un peu la digitalisation, le fait que tout devient digital. Et si on n'a pas cette organisation, on va avoir du mal à tout simplement affronter les enjeux de demain. Le DevOps, une approche. Donc rapidement, historiquement, on avait d'un côté les devs, eux leur métier c'est de créer des applications, c'est de mettre à jour ces applications. Globalement, c'est de faire vivre l'application pour qu'elle soit et réponde aux besoins des utilisateurs. À côté, on a des ops, eux ce qu'ils veulent, c'est la stabilité de la plateforme. Et donc ils vont faire en sorte que la plateforme n'ait pas de downtime, qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Et pour ça, historiquement, ils ont eu tendance un peu à freiner, on va dire, les déploiements, puisque un déploiement par nature stresse l'application, et c'est souvent quand on fait des déploiements, notamment des déploiements majeurs, qu'on va créer de l'incident et qu'on va donc déplaire aux ops. Le but du DevOps, c'est de casser ça et de faire en sorte que les ops et les devs travaillent dès le départ ensemble pour faire en sorte de pouvoir déployer rapidement tout en ayant une stabilité sur la plateforme afin que les deux vraiment travaillent ensemble. Et nous, on va voir dans les slides suivantes, on a défini 4 axes qui nous paraissent les plus importants pour arriver vraiment à une organisation DevOps. Le premier, c'est avoir un langage commun. Il faut que, pour que ça fonctionne, pour qu'on ait vraiment une approche DevOps, il faut que les devs et les ops parlent le même langage.
et notamment les ops qui doivent apprendre à remonter sur les couches les plus hautes, à savoir simplement le code applicatif, les langages de programmation, .NET, PHP, Python. Et nous, par exemple, chez Clarence, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par des recrutements qui sont faits avec des gens qui connaissent au minimum 2 langages de programmation. Ça permet à ce que nos DevOps, avec nos clients, aient le même langage. Et donc, quand on peut parler ensemble, déjà, il faut parler ensemble pour après aller au-delà dans l'approche DevOps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'adoption de méthodes communes. Dans le monde du développement, on connaît depuis longtemps les méthodes agiles. On en a mis 2 ici, il y en a plein d'autres. L'une des plus connues en vogue, c'est la méthode Scrum, où on va identifier tâche par tâche, faire un backlog, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse justement pour aller d'un point A à un point B à une application. On a la notion généralement de MVP, Minimum Viable Product, où on va s'assurer qu'on va mettre en place le plus rapidement possible un premier produit dans l'idée d'avoir un premier feedback du client et d'itérer après sur ce produit. On a dans ce backlog, on va découper ça sous forme de sprint, où on va donc s'assurer pendant une semaine d'agir sur une feature et de la mettre en place pour rapidement aller vers une démo qui se fait en fin de semaine pour montrer ce qu'on a fait. Et ensuite on itère, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Dans le monde du DevOps, et notamment comment ça se matérialise chez nous, c'est un peu la même chose. On va maintenant, sur le cloud, on va avoir une notion qu'on appelle nous un MVC, un Minimum Viable Cloud, où on va faire un backlog d'un cloud à l'état de l'art, avec tout ce qui est nécessaire pour avoir une infrastructure cloud la plus fiable possible. Mais en attendant, on est aussi conscient qu'il faut aller rapidement et mettre une infrastructure opérationnelle le plus vite possible pour nos clients. Donc on va découper tâche par tâche ce qu'il faut faire pour pouvoir faire tourner la prod, mais après pour l'enrichir avec mettre en place du continuous deployment, mettre en place de la CI, mettre en place de l'analyse de log, etc. Et tout ça, ça va donner lieu à des sprints qui vont être faits et sur lesquels on va, de la même manière que les devs, avec nos clients, partager l'avancée de nos travaux et itérer. Il y a aussi la méthode Kanban qui est une méthode inspirée des post-it, qui est une méthode à laquelle on travaille énormément aussi, notamment via des outils comme Trello, où on va tout simplement définir les post-it de tâches et qu'on va s'assurer de partager entre le client et nous. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est bien sûr l'outillage. Et bien souvent, quand on parle de DevOps, ce qu'on voit sur le marché, c'est que pour beaucoup de sociétés, ça s'arrête à l'outillage, le DevOps. Alors qu'il faut avoir bien sûr les deux points avant et il y a encore une phase après. Donc, mais ça n'en reste pas moins que c'est important d'avoir ces outils. On a, donc je pense que vous connaissez la majeure partie de ces outils, mais on a un des aspects les plus importants, ça va être tout ce qui est les outils collaboratifs, où on va s'assurer que à chaque étape du projet, les devs et les DevOps vont communiquer ensemble, notamment via des outils comme Slack, WeChat, et ils vuns partager aussi les outils de gestion de projet avec Jira, la documentation, Confluence. L'idée c'est bien de collaborer et que tout soit partagé par les uns et les autres, et de ne pas cloisonner surtout ces outils. Parce qu'on voit encore des clients qui nous disent faire du DevOps, mais ils cloisonnent ces outils. Du côté des devs, les opérations n'ont pas la visibilité de leur côté, et ils utilisent ces mêmes outils, mais de leur côté. Donc là, ça ne fait pas sens. Il faut vraiment que les deux aient accès au même moment et une même visibilité. On a d'autres outils, bien sûr, de CI/CD, là où le DevOps va accompagner le développeur pour faire en sorte que, quand on va déployer, on va versionner son code dans un premier temps, bien sûr, mais on va aussi le tester via Jenkins, puis ensuite utiliser des services Ansible, Terraform pour provisionner des infrastructures. On a également les outils d'alerting, donc il faut s'assurer qu'eux aussi soient partagés. Nous, on travaille beaucoup avec Datadog, par exemple, qui permet d'agréger tout un tas de métriques, notamment New Relic, mais aussi CloudWatch, Zabbix, etc., pour que les devs et les ops, à un même moment, aient la même visibilité sur la plateforme,
dans le but que voilà, quand il y a un problème, tout le monde soit sur le pied et le même niveau d'information. On reviendra après sur les services Amazon, comme en quoi c'est DevOps, juste pour dire que les services configurés, managés d'Amazon aident à être DevOps. Donc ça, là on arrive au quatrième point, qui est lui aussi hyper important, c'est d'avoir des KPI communs. C'est une fois qu'on parle le même langage, qu'on a les mêmes méthodes et qu'on a les mêmes outils, il faut s'assurer qu'on soit bien responsable de la même chose. Et c'est une fois qu'on a mis tout ça en place qu'on va vraiment avoir, en tout cas, une première visibilité sur son approche DevOps. Donc définir un AppDex, donc c'est définir entre des DevOps qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui va être performant comme seuil de temps de réponse, par exemple, pour son application. Ça, on le définit soi-même. Et si on est en dessous, on agit ensemble pour réduire ce temps de réponse. On va aussi voir le nombre de déploiements qui sont effectués par jour et par semaine. Ça peut être aussi par mois. Ici, c'est un peu catégorique de dire qu'on est DevOps quand on ne déploie tous les jours. C'est d'autant plus vrai quand on a une architecture orientée microservices où, de fait, on va mettre à jour plus souvent ces services. Être DevOps pour une infrastructure plus monolithique, si on passe d'un déploiement annuel à un déploiement semestriel, si on a mis ça en place et qu'on arrive à ça, on est déjà dans le DevOps, on a fait déjà un grand pas pour affronter les enjeux d'aujourd'hui. Et dernier point, avoir un single pane of glass. Donc là, c'était l'idée de Datadog où on s'assure qu'on ait bien la même visibilité. Voilà, il ne faut plus que les opérations entre guillemets soient responsables uniquement d'avoir du uptime, de s'assurer d'avoir de l'uptime. Il faut que les deux aient la visibilité, l'expérience client in fine, et les deux sont responsables de la même chose. Et donc, quand on a mis tout ça en place, on doit arriver, pas tout de suite, mais au bout de certains mois, à une culture commune. Et là, réellement, quand on a cette culture commune, on peut se dire qu'on est DevOps. Après, il y a plusieurs degrés de DevOps, pas tous être comme Netflix ou Amazon demain, mais on va faire un bon premier poids et on aura posé les bases, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus agile. On a voulu vous montrer un peu comment ça se concrétisait dans la pratique, une mise en production en mode DevOps. Donc on part en haut à gauche du dev. Bon, c'est lui qui est en général le leader pour faire des mises à jour, qui va donc versionner cette nouvelle feature sur un repo Git. Ensuite, une fois qu'on va être OK, il va envoyer un job sur Jenkins qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique de syntaxe ou en tout cas que le code est correct, qu'il peut bien être poussé en production. Ensuite, on va avoir un outil de déploiement. Ici, on a mis le nôtre, mais ça pourrait être Code Deploy, ça pourrait être d'autres outils sur le marché, qui va s'assurer de déployer sur Amazon avec tous les stacks de monitoring qui vont bien. Et en même temps, on va avoir sur Slack, qui est partagé, une alerte qui va dire voilà, il y a une mise en production qui a été faite, les devs et DevOps chez nous sont au courant, et s'il y a un pépin, et ben, tout le monde va intervenir et voir d'où ça vient, notamment parce qu'on partage aussi via nos reliques les performances de l'application. Donc typiquement, si cette nouvelle feature crée des problèmes en base de données, on va tout de suite le voir et soit on va augmenter son instance RDS sur Amazon, soit on va décider de faire un rollback parce que vraiment ça pose trop de problèmes. En tout cas, l'action est faite tout de suite par les bons intervenants avec la visibilité de tout le monde. Et c'est ça vraiment ce qui est important dans cette approche. Les bénéfices du DevOps. Alors là, je me suis appuyé sur le rapport de Puppet Labs de cette année qui fait une comparaison entre les sociétés qui sont entre guillemets le moins DevOps et celles qui le sont plus. Et il en ressort que quand on a une approche DevOps, on va pouvoir déployer jusqu'à 46 fois plus fréquemment. L'idée étant qu'on déploie plus fréquemment, mais on déploie par petites itérations. L'idée, c'est de moins stresser l'application
de ne pas faire de grosses mises à jour, mais de rentrer dans le cercle qu'on a fait au départ, la boucle infinie du DevOps, où on est sans arrêt en train de release, mais des petites releases. De fait, DevOps va réduire le nombre d'incidents par 5. Effectivement, si on fait des plus petites itérations, on va moins stresser l'application et donc on va moins avoir d'incidents. Et c'est d'autant plus vrai quand on est sur une approche orientée microservice où là l'incident est carrément cloisonné sur un service et donc si ce service tombe, il n'impacte pas forcément toute la plateforme. Les bénéfices du DevOps, ça va être aussi de réparer plus vite. Ça, c'est lié au fait qu'on a mis tout l'outillage et qu'on l'a partagé entre toutes les parties. Donc, c'est-à-dire qu'on va intervenir rapidement, tout simplement. On l'identifie rapidement vers Datadog ou New Relic et on intervient rapidement parce que tout le monde est au courant. Et dans ces cas-là, voilà, il n'y a pas de problématique de « Ah bah non, c'est pas mon côté, ça vient de là ». C'est au dev de faire son boulot ou que c'est. Là, tout le monde, comme on a des KPI communs et que finalement on est jugé sur la même chose, et ben, tout le monde est sur le quai et agit pour réparer l'application. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je parle de DevOps, mais il faut que je parle un peu de cloud aussi. Comment le cloud accélère le DevOps notamment via l'infrastructure as a code, qui permet là vraiment de coder son infrastructure, et on verra après avec Guillaume de faire des choses assez sexy sur le cloud. Le DevOps, aussi DevOps qu'on soit, quand on va mettre en place ce genre de solution, on va toujours être confronté à le fait qu'on n'a pas toutes les ressources à disponibilité à l'instant T. Et c'est en ça que va répondre, c'est en ça que le cloud va vraiment accélérer le DevOps. On se préoccupe plus du capacity planning. On peut vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche sans se préoccuper de tout ça. Et également, on va s'appuyer sur les services managés du cloud, notamment ceux d'Amazon, hein, bien sûr, qui permettent de fait de remonter sur les couches hautes de l'application, puisque Amazon va s'occuper pour nous de tout ce qui n'a pas beaucoup de valeur. Et donc on va pouvoir vraiment mettre en place des lambdas, des choses, des API Gateway, des choses qui vont faire sens et qui vont nous permettre de ne pas se préoccuper de l'infrastructure. Voilà, pour finir cette première partie, globalement, pour réussir cette transformation, il faut bien sûr avoir cette approche DevOps, il faut l'avoir à son rythme. Il ne faut pas se dire que DevOps c'est déployer plusieurs fois par jour, c'est déjà être déployé plus vite, c'est déjà un grand pas. Et il faut aller sur le cloud, notamment puisque celui-ci va grandement accélérer cette approche. Là, je vais laisser Guillaume parler un peu du cas Canal+. Je reparlerai en fin de présentation pour donner un peu une idée de comment on maîtrise les coûts sur Amazon, parce que le DevOps et le cloud c'est bien, mais on a aussi des fois des petits problèmes de coûts, donc il faut les adresser. Alors, bonjour à tous. Donc, moi je vais vous parler plus concrètement du cas Canal+, et comment on a implémenté en fait tous les processus, tous les outils qu'on a vus en œuvre. Alors certains outils évidemment, il ne s'agit pas ici de reprendre tous les outils. Donc voilà les outils qu'on a choisis et qu'on a mis en place pour ce client. Donc ça commence par effectivement le versionning avec Git et GitLab. Jenkins pour toute la partie ordonnancement et lancement des tâches liées à l'infrastructure. CloudFormation pour la création des ressources, d'un ensemble et d'un jeu de ressources qui nous permet de provisionner et de déprovisionner surtout énormément de ressources en simultané. Et GitLab, donc j'y reviens à GitLab parce que GitLab en fait il est surtout utilisé dans la phase de build et de déploiement applicatif sur ce client. La conteneurisation pour nous permettre de packager, de déployer plus facilement l'application, évidemment est au cœur en fait des sujets et des enjeux de ce client. L'aspect collaboratif avec tous les outils qu'on a présentés tout à l'heure. Donc là, c'est évidemment les outils de la suite Atlassian. On se sert beaucoup du chat au quotidien pour communiquer, avoir beaucoup de feedback rapide de la part du client, versus un modèle traditionnel où on était beaucoup sur du ticketing, des appels, etc.
Là, on est plutôt sur du chat, on partage beaucoup de choses. Tout ne déclenche pas forcément d'action, mais au moins on partage énormément. Dès qu'on veut commiter des choses un peu plus factuelles, donc évidemment on a les deux outils qui suivent, donc Confluence et Jira. Jira pour affecter des tâches ou gérer plus la partie run, et la partie Confluence pour tout l'aspect documentaire et revue de schéma, de production, etc. Bien sûr, tout ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas d'alerting et de mesure. C'est ça qui nous permet d'avancer, qui nous drive en fait au quotidien. Donc les outils présentés ici, c'est Sensu pour la partie supervision, CloudWatch pour la partie Amazon et donc, notification et toutes les métriques qu'on peut avoir à disposition dans Amazon. Neuralink pour la partie APM, donc là pour avoir vraiment les performances de l'application et tout ce qui a trait aux performances de l'application. Et Centréon, qui est là plus notre brique à nous en tant qu'infogéreur historique, qui permet de nous interfacer avec ces nombreux outils. Donc sur ce client-là, on a implémenté le pattern de infrastructure as code. Donc qu'est-ce que c'est l'infrastructure as code? C'est juste qu'au lieu de provisionner l'infrastructure une fois, et en le faisant peut-être avec la console ou même avec le CLI, eh bien on va penser l'infrastructure pour pouvoir la réutiliser en fait, l'instancier par environnement par exemple. Donc nous sur ce client, on a utilisé Python, langage de programmation, qui permet de nous interfacer avec CloudFormation. Et ensuite on a une cinématique en fait, donc avec l'utilisation de Git, de versionner le code, d'avoir de la revue de code entre les membres de l'équipe en fait, pour être sûr de partager toujours, mais au sein de l'équipe, ce qui se passe. Et ensuite, donc c'est Jenkins, nous, qui va nous être utile, et pas GitLab, pour déployer cette infrastructure et automatiser les déploiements, modifications ou suppressions d'infrastructures. Et donc CloudFormation, comme je disais tout à l'heure, qui va être la brique AWS de prédilection pour créer les ensembles de ressources et surtout pour tester en fait l'impact que peut avoir l'ajout, modification ou retrait de ressources sur un environnement existant. Il est bien évident que sur de la dev, on aura peut-être assez peu de scrupules à lancer des opérations. Sur de la production, en revanche, là, on va être un peu plus prudent et on va pouvoir simuler, en fait, et voir avec les change sets de CloudFormation, notamment, l'impact que va avoir notre modification. La CI/CD, là, c'est plus la partie vraiment pure applicative. Donc ce schéma-là, normalement, il vous est un peu familier si vous vous intéressez à ces patterns-là. Bon, c'est un schéma issu de GitLab, donc on n'a rien à réinventer ici. On va juste le redérouler ensemble. Donc on part du code, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, qui sont à l'origine des modifications applicatives. Ça va générer des merge requests ou des commits sur le code en question. On va appliquer ensuite un certain jeu de tests. Enfin, les développeurs vont mettre en place les tests qui leur paraissent nécessaires et suffisants pour tester l'application. Des tests d'intégration continue, donc là on va tester non pas le code mais l'imbrication de l'ensemble des briques pour vérifier qu'on a quelque chose en sortie de la chaîne qui va être fonctionnel pour la livraison. Et ensuite sur la continuous delivery pipeline, donc sur la livraison en tant que telle, il va y avoir avant ça de la livraison, de la revue de code, et avant la livraison vers staging et production. On a donc tous les interlocuteurs du projet et l'idée en fait derrière tout ça c'est que la livraison puisse être accessible par exemple à un développeur mais aussi à un PO par exemple qui est lui un petit peu plus détaché de la technique mais qui va pouvoir par l'intermédiaire d'un tag par exemple ou d'un déclencheur quelconque envoyer son application sur l'environnement cible jusqu'à la production. Même la CI/CD de notre côté, donc côté infra, on a souhaité l'implémenter en termes de résilience et de tolérance aux pannes avec les services d'Amazon. Donc là, on parle bien du GitLab lui-même, et pas du process de livraison et d'intégration qu'on a vu précédemment. Donc là, ça passe par l'utilisation des briques assez traditionnelles EC2, mais surtout Auto-Scaling Group. Donc l'autoscaling group, en fait, on s'appuie dessus pour faire en sorte que la machine se provisionne automatiquement. Donc on n'a pas forcément besoin de scaler en termes de capacité, mais par contre on a besoin de s'assurer que la machine
en tant que telle, si elle a un problème, elle se reprovisionne. Le problème de ça, c'est qu'il faut du coup, dans GitLab lui-même, prendre en charge la partie données. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le montage d'un volume OBS bien particulier pour stocker les données, donc tout ce qui est repository, etc. Et donc, suite à ces événements en fait, de provisioning ou de déprovisioning, s'il se passe quelque chose sur l'instance EC2, il peut y avoir des mouvements de machine. Il n'y a pas vraiment de garantie. Le service EC2 est fiable, bien sûr, il ne faut pas dire qu'il n'est pas fiable, mais il peut arriver quelque chose, l'hyperviseur sur lequel peut avoir un souci. Et donc, on a mis en place toute une mécanique de provisioning automatique, donc, que je vous présente ici. Donc on a un auto-scaling group avec un volume EBS. Et en fait, la particularité de ce volume EBS, c'est qu'il est attaché automatiquement. On notifie en fait, l'autoscaling group, pardon, on notifie par l'intermédiaire de SNS une lambda, voilà, merci, désolé. Une lambda, cette lambda en fait va être responsable de attacher en fait le nouveau volume sur l'instance qui vient d'apparaître, dans le cas où il y aura un souci. Et on a une deuxième lambda qui va venir faire des snapshots réguliers pour capacité de revenir à la version précédente du volume EBS. Et du coup, avec toute cette mécanique-là, ça nous permet de mettre en place de la sauvegarde, on va dire en mode disaster recovery, mais surtout de gérer l'upgrade automatique de la brique GitLab. GitLab, c'est un très beau produit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de corrections de bugs. Donc c'est un outil qu'il faut suivre régulièrement, qu'il faut fiabiliser avec des sauvegardes aussi, évidemment. Mais du coup, derrière tout ça, en fait, on a un Jenkins, qui n'est pas présenté sur le schéma, mais qui déclenche en fait la reconstruction d'une AMI, la destruction de l'instance. Je sais que c'est des mots forts, mais c'est comme ça que c'est utilisé. Et le reprovisioning de toute la chaîne, et sans perdre les données, évidemment, parce que c'est l'objectif de la solution. Sur la partie vraiment déploiement applicatif et infrastructure, parce que là on était vraiment sur les outils et l'outillage pré-déploiement. Sur la partie vraiment déploiement, la brique qu'on utilise beaucoup sur AWS, ou les patterns en tout cas qu'on retrouve beaucoup, c'est le Blue Green Deployment. Donc le Blue Green Deployment, l'idée est assez simple. On a un composant au-dessus en fait, donc là qui est représenté par Route 53, qui va router le trafic sur plusieurs infrastructures. Donc typiquement, on a l'infrastructure live sur laquelle on a notre applicatif et notre environnement de production. Et on voudrait tester quelque chose. Ça peut être soit l'applicatif lui-même, ça peut être des changements infrastructure aussi. Bref, des changements qui sont impactants, en tout cas qu'on pense impactants. Et du coup, on va, avec cette brique Route 53, disperser de manière progressive le trafic. Donc au départ, on va rediriger 100% du trafic exclusivement sur l'infrastructure live, puisque c'est le cas normal. On va provisionner l'infrastructure pending, donc on appelle green, arbitrairement, uniquement, on adore les couleurs. Et on va progressivement, et c'est bien le mot-clé qui est important, progressivement une partie du trafic vers cette infrastructure pending. Donc au début, ça va être peut-être 10% du trafic ou 20% du trafic. Et on va regarder ce qui se passe. On va regarder est-ce qu'on a des métriques, est-ce qu'on a des alertes, est-ce que l'applicatif au niveau APM répond bien, si c'est de l'infrastructure, est-ce que l'infrastructure est suffisamment dimensionnée. Et petit à petit, en fait, on va amener en fait, 100% du trafic, donc peut-être par palier, peut-être qu'on va pouvoir le faire d'un coup. Mais l'idée, c'est qu'on garde la main, en fait, avec Route 53 et le mécanisme de poids, la main sur cette bascule progressive du trafic entre les différentes infrastructures. Et donc, évidemment, une fois qu'on a 100% du trafic qui tombe sur l'infrastructure pending, l'idée, c'est de déprovisionner complètement l'infrastructure live. Puisque du coup, 0% du trafic arrive et donc elle est plus utile. La brique qu'on utilise ensuite et qu'on a mis en place pour ce client, c'est Elastic Beanstalk. Donc Elastic Beanstalk, c'est quoi? C'est un service managé d'AWS qui nous permet d'instancier, de configurer un autoscaling group, un load balancer, et ça nous permet surtout de nous appuyer sur le cycle que vous avez devant les yeux de livraison d'une application. Donc c'est un plateforme as a service, on va dire, un peu, mais il y a quand même un peu d'architecture dedans, c'est pas de plateforme as a service vraiment traditionnelle. Et donc le point d'entrée, ça va être de
packager, de créer un package de livraison en fait, qui est propre à ce service, de l'uploader en fait, donc derrière sur un bucket S3 hein, techniquement, de lancer l'environnement en question sur la partie Beanstalk. Donc Elastic Beanstalk est très orienté application, donc on crée une application, et ensuite on a différents environnements qui vont être les déclinaisons de l'application. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on va avoir par défaut sur chacune des applications du client un environnement Blue, arbitrairement, et qui va être notre environnement de référence pour faire nos livraisons. Donc on va uploader cette version et lancer cet environnement sur la partie Blue. On va ensuite pouvoir paramétrer tout ce qu'on peut paramétrer dans l'autoscaling group, les AMI, le min-max, les triggers sur la partie scaling. Et tout ce qui va être autour de l'autoscaling group va être retrouvé en fait dans Beanstalk. Donc c'est un simplificateur Beanstalk, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et ça nous permet de vraiment avoir un point d'entrée unique pour la livraison et de ne pas refaire en fait la partie livraison et versionning dans l'infrastructure. La brique qu'on a mis en place aussi pour ce client, c'est les tests de charge automatisés. Donc là, on s'est vraiment appuyé sur les ressources AWS pour provisionner de l'instance EC2 qui fait office d'injecteur. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir toujours pareil le Jenkins d'infrastructure, hein, qui est vraiment la pierre angulaire de tout ça. Donc qui va récupérer des tests, des scénarios de tests en fait. Et derrière, pour la partie pure infra qui nous intéresse, on va s'appuyer sur Docker Machine qui va lui créer automatiquement des instances EC2 dans lesquelles à l'intérieur il va provisionner Docker. Et donc là, le moteur d'injection qu'on utilise, c'est Gatling. Et donc on va lui pousser en live en fait, via ce job Jenkins, les scénarios sur le ou les injecteurs qui vont réaliser le test de charge. L'idée sur ce test de charge, c'est que le client soit autonome pour ne pas dépendre de nous. C'est pour ça qu'on a industrialisé cette partie-là. Parce que traditionnellement, les tests de charge, c'est vrai qu'ils sont souvent réalisés one-shot. Et là, l'idée, c'est qu'on voulait vraiment rendre la main au client et surtout générer les rapports dans un bucket S3, les historiser, les archiver et éventuellement les partager, évidemment. Puisque donc, quand le client lance les tests de charge, souvent, ça déclenche des discussions, des améliorations sur aussi bien l'applicatif que l'infrastructure aussi. Donc voilà, tous ces outils-là permettent de vraiment partager, collaborer et encore une fois, de donner la main au client. Les tests de charge, en fait, si on met ça bout à bout avec la partie d'avant, ils sont souvent aussi utilisés dans le mode blue-green. C'est-à-dire que le scénario classique sur un déploiement applicatif un peu important, pour ce client qui a pas mal d'enjeux en ce moment, c'est de provisionner donc, une infrastructure green qui ne va prendre aucun trafic au départ, et c'est de jouer des tests de charge sur cette infrastructure green. Du coup, à cette manière-là, on va un peu anticiper le trafic, effectivement, mais au moment où on va jouer les tests, on va avoir aucun trafic, et donc du coup, on va pouvoir simuler et peut-être même aller jusqu'à la rupture. C'est un peu aussi le but de tous ces outils-là, c'est de pouvoir tester sur des environnements qui ressemblent à la prod, mais qui ne sont pas la prod. Ce qui fait que si on les pousse à la rupture ou on les casse, il n'y a d'impact que sur les rapports et pas vis-à-vis des clients du client. Donc voilà, le but du jeu, hein, c'est vraiment de lancer ces tests de charge-là sur des infrastructures blue-green et de partager les résultats et d'itérer, peut-être pour anticiper un éventuel rollback sur la partie blue-green, parce que tout à l'heure, évidemment, on a vu qu'on pouvait beaucoup jouer sur le pourcentage de blue-green, mais évidemment, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir rollback très très vite, hein, même si on peut basculer 10%, on peut rollbacker aussi 10% très très rapidement. Donc, sur le monitoring, il y a beaucoup à en dire, hein. Effectivement, le contenu n'est pas à la hauteur de tous les enjeux. Mais tout ce qu'on peut vous dire sur cette partie-là, c'est que c'est ça qui drive en général les évolutions et les résultats en fait, attendus sur les projets. Et donc on s'appuie énormément, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, sur Amazon. Donc on va utiliser toutes les métriques qu'on a à notre disposition sur la partie autoscaling group
Donc on va essentiellement s'appuyer sur CloudWatch et ça peut aller très très loin parce que à notre disposition, côté infrastructure, on a évidemment des indicateurs très système comme le CPU, le réseau, ce genre de choses, des I/O disques. Mais ce qui va nous intéresser, c'est un peu plus la vue d'ensemble et donc la performance applicative, mais au vu de l'infrastructure. Donc typiquement, ça va passer par est-ce que j'ai envoyé beaucoup d'erreurs 500 sur mon applicatif, vu de l'ELB, du load balancer. Est-ce que mon temps de réponse est bien en dessous du seuil que j'ai fixé? Évidemment, c'est l'étape qui est un peu compliquée, c'est de fixer les bons seuils. Mais aussi, est-ce que j'ai suffisamment de capacité dans l'autoscaling group? L'autoscaling group, il est peut-être au max, et il voudrait provisionner plus, parce qu'il a besoin de plus, et en fait, on ne pourrait pas. Donc, c'est CloudWatch qui a ces données, et c'est CloudWatch qu'on utilise pour les avoir. Donc CloudWatch, ça nous permet à la fois de venir récupérer des données, mais aussi d'envoyer des notifications. Donc notification, ça peut être tout simplement un mail en fait, qu'on va récupérer en heure non ouvrée et qu'on va dépiler le matin sur uniquement des soucis de type capacity planning. Donc ça nous permet de ne pas forcément solliciter un ingénieur la nuit pour des problèmes de capacité mineure, on va dire, qui seraient atteints en pic et qui ne perdureraient pas. Mais pour autant, c'est une information qu'on ne veut pas louper parce qu'on a beaucoup de métriques qui sont disponibles et on ne peut pas mettre en place facilement d'alerting sur toutes les métriques sans entraîner de flux positifs. Donc Celsius, c'est un outil qui gère aussi très bien les allées-venues de machines. Donc quand on parle d'autoscaling group, on a beaucoup d'allées-venues, c'est-à-dire machines qui se provisionnent, qui se déprovisionnent au gré du trafic et de la charge. Donc il est utilisable en API, et donc c'est ce que nous on a beaucoup aimé dans cette solution, sur ce client-là. Donc ça nous a permis, nous, avec notre Centréon, qui n'est pas forcément une brique très agile, on va dire, sur certains aspects, de interagir avec Celsius, donc avec la dite API, pour récupérer les événements ou les alertes qu'il y aurait en cours. Du coup, je vais laisser la parole à Antoine pour aller plus loin. Du coup, on a parlé là de DevOps, de cloud et comment on peut faire des choses industrialisées sur Amazon et sur le cloud en général. Quand on accompagne nos clients dans leur approche de transformation, on fait attention à tout de suite les prévenir sur les coûts, puisque on peut faire des choses sexy, mais on va tout de suite aussi casser la tirelire rapidement si on ne fait pas gaffe. Donc on a identifié 4 points. Le premier point étant un point qui est facile à adresser, qui est le point de supprimer les pertes financières liées à l'utilisation des ressources. Donc ça passe par tuner l'autoscaling, éteindre les environnements hors production la nuit, globalement quand ils ne sont pas utilisés. Donc ça, c'est des choses qui sont simples à faire et qu'on va tout de suite voir sur Amazon grâce à des outils comme Cost Explorer ou si on installe ses propres outils comme CloudElse ou CloudCheckr. Enfin, il y a plein d'outils qui existent. Ça, c'est facile à adresser et généralement, on va tout de suite le mettre en place quand on commence à travailler sur une plateforme sur Amazon. Mais il faut... le FinOps, c'est pas que agir une fois et se dire bon bah là voilà c'est bon, mes ressources maintenant elles sont calées. Vu qu'on va être dans une approche DevOps, on va déployer régulièrement, de fait on va changer les choses régulièrement. Donc il faut adopter et avoir une gouvernance sur cette gestion financière. Et c'est avoir tous les mois une revue de plusieurs heures, ou peut-être que d'une heure, ça dépend de ce que vous avez comme projet, mais se mettre avec les devs et les DevOps sur la table, la facturation, et regarder qu'est-ce qui a changé pour voir comment on peut optimiser cette facturation. Et c'est pas anodin de dire ça parce que nous, on constate quand même que la majorité des cas, il y a des dépassements importants qui sont faits au niveau financier, mais que c'est des dépassements qui sont liés à une inattention qui a été faite de la part de gens qui construisent leur plateforme sur Amazon tout seul. Et ces points sont souvent le gros du dépassement est facile
à identifier et à remédier rapidement. Ensuite, quand on est une fois qu'on a une gouvernance, qu'on a fait la première étape qui est facile, le mieux c'est d'être dans un processus où on va vraiment pouvoir itérer, voilà, comme le DevOps, hein, mais là sur les goûts, où on va avoir des profils qui sont un peu full stack, hein, qui connaissent bien l'infra, le code et les enjeux aussi métiers, et qui vont rentrer dans un processus de sans cesse analyser la facture, faire des recommandations pour comment optimiser cette facturation et mettre en place. Mais mettre en place en ayant conscience qu'il ne faut pas casser la production, mais bien sûr en regardant des process qui, par exemple sur Neuralink, nous disent que ce process il prend peut-être du temps, il consomme des ressources, ce process peut-être qu'on va l'extraire, le mettre sur une lambda ou sur un autre service. Le but c'est vraiment d'être dans cette itération, et le titre qu'on fait du DevOps, faire du FinOps et avoir la même approche pour s'assurer qu'on paye bien, le prix que cette application nous coûte. Voilà, c'est vraiment le point qu'on met dans un second temps, parce que le premier temps c'est quand même de faire fonctionner l'application, et très vite on va sur ces marches. Voilà, c'est la fin de cette présentation. On fait 45 minutes pile pratiquement, ce qui est pas mal. Donc on vous remercie à tous.